Bonsoir à tout le monde. Ce soir, je vais vous donner ma correction plutôt sous forme de vidéo. Bon, là, je vais rapidement lire les instructions et puis les questions et je vais vous donner mes réponses, mes propositions de réponse avec explication. Donc, nous avons ici les questions numéro 3 de médecine interne. Les instructions. Chaque question ou affirmation incomplète ci-dessous est suivie de plusieurs réponses ou complétions. Sélectionnez la proposition qui répond le mieux à la question ou complète le mieux l'affirmation. La première question. La modification ECG la plus associée au rhumatisme articulaire aigu est A. Le raccourcissement de l'intervalle PR. B. L'onde T pointue. C. Raccourcissement de l'intervalle QT. D. L'onde P inversée. E. L'allongement de l'intervalle PR. Ici, pour arriver à la bonne réponse, nous devons rappeler que dans le rhumatisme articulaire aigu, l'atteinte cardiaque peut se manifester par une cardite rhumatismale. Et cette cardite rhumatismale affecte le myocarde, peut affecter le myocarde, l'endocarde et le péricarde. Et une des manifestations échocardiographiques les plus fréquentes que nous trouvons dans le rhumatisme articulaire aigu, c'est l'allongement de l'intervalle PR. L'allongement de l'intervalle PR. Et ceci traduit un retard de conduction auriculo-ventriculaire. Autrement dit, un bloc auriculo-ventriculaire de premier degré. Donc ce signe est fréquent dans le rhumatisme articulaire aigu, mais ce n'est pas spécifique. Et ça peut disparaître avec le traitement ou en suivant l'évolution naturelle de la maladie. Question numéro 2. Une femme de 30 ans se plaint des attaques récidivantes de confusion et de transpiration. Les attaques sont sans douleur et surviennent avant le petit déjeuner. Le diagnostic le plus probable est A. L'ulcère duodénal. B. L'épilepsie. C. La tumeur des cellules d'Hilo. Ici, il faut remarquer que la tumeur des cellules d'Hilo ici sera l'insulinome. D. Le phéochromocytome. E. L'hyperthyroïdie. Bon, comment arriver à la bonne réponse ici? Bon, nous devons d'abord, ici on nous parle d'une femme de 30 ans qui présente des épisodes récurrents de confusion et de transpiration. Donc, et que ces épisodes surviennent avant le petit déjeuner. Donc, ceci suggère directement un lien avec le jeûne. Le fait que ça survient avant le petit déjeuner. Et l'absence de douleur. Donc, comme on ne parle pas de douleur ici, on peut déjà exclure l'ulcère duodénal parce que si nous nous rappelons, si on se rappelle bien, l'ulcère duodénal se manifeste par une douleur qui est épigastrique. Mais on nous a bien précisé ici que les attaques sont sans douleur. Et puis nous devons savoir, l'épilepsie peut causer des épisodes de confusion. Mais quand on parle de confusion et puis on parle de jeûne, ça n'a pas trop de lien. Donc l'association entre confusion et l'association et l'hypoglycémie et la transpiration, ce ne sont pas des signes classiques de l'épilepsie. Également, quand on voit la proposition D parle de phéochromocytome.
Bon, le phéochromocytome peut entraîner des crises hypertensives avec des palpitations, céphalées, les sueurs, mais ce n'est pas spécifiquement lié au jeûne. Et l'option E, l'hyperthyroïdie. Bon, dans l'hyperthyroïdie, il peut avoir la transpiration ou bien des sueurs, il peut avoir l'irritabilité et les autres signes d'hyperthyroïdie que nous connaissons. Mais avoir la confusion dans l'hyperthyroïdie isolée, qui n'a pas encore entraîné peut-être des troubles ioniques, ce n'est pas évident. Mais par contre, nous devons la tumeur des cellules d'îlot, plus précisément l'insulinome. Donc, c'est une tumeur des cellules bêta du pancréas qui entraîne une hypoglycémie, en particulier après un jeûne prolongé, comme la nuit. Parce que vous savez, quand on est en train de dormir, on ne mange pas. Ou bien quelqu'un qui est dans son sommeil, quelqu'un qui est parti se coucher à 22 heures et qui se réveille à 6 heures, a fait 8 heures de jeûne. Donc, et on peut même appeler ça, c'est un jeûne qu'on peut dire prolongé. Donc, et cet insulinome provoque des symptômes neuroglycopéniques comme la confusion mentionnée ici et adrénergique comme la transpiration. Et il faut savoir que le diagnostic de l'insulinome repose sur le test de jeûne prolongé qui va montrer une hypoglycémie avec une insulinémie élevée. Bon, question numéro 3. On nous dit après la cérémonie de remise des diplômes du collège, 40 étudiants vont faire du camping. Ils apportent avec eux du fromage, du sucre, de la viande, du sel, du pain, etc. Ils utilisent l'eau de rivière comme source de l'eau à boire. 6 heures plus tard, la moitié des étudiants ont la diarrhée, les vomissements et des crampes abdominaux. Le diagnostic le plus probable est, bon, ici, proposition A dit l'intoxication alimentaire à salmonelle, B, l'intoxication alimentaire à staphylocoque, C, la shigellose, D, le botulisme et E, on dit aucune des réponses ci-dessus. Bon, ici, la bonne réponse pour ceux qui ont essayé de chercher ou bien qui ont bien regardé leur cours sur les intoxications alimentaires communes, c'est la proposition B. C'est la proposition B. Donc, nous devons savoir que l'intoxication alimentaire due à Staphylococcus aureus est causée par l'injection d'une toxine qui est préformée dans les aliments contaminés, souvent laissés à température ambiante. Et les symptômes de l'intoxication alimentaire ou de la infection alimentaire commune à staphylocoque, ça se manifeste très rapidement, entre 2 et 6 heures après l'injection de l'aliment contaminé. Et les symptômes qu'on retrouve, il y a nausées, vomissements, les crampes abdominaux. Donc, les crampes, on trouve également la diarrhée et on voit que c'est tous les signes qui ont été présentés ici. Et les aliments fréquemment impliqués dans l'intoxication alimentaire à staphylocoque, nous avons les produits laitiers, le fromage, viande, les aliments riches en glucides, comme les pâtisseries, le pain. Et nous pouvons voir que ce tableau est typique de la infection à staphylocoque. Pourquoi? Parce que
ces aliments ont été stockés dans des conditions inappropriées. Ces étudiants sont allés faire du camping. Et aussi la survenue rapide des symptômes. On nous a parlé 6 heures plus tard. Donc ça correspond bien à une toxi-infection à staphylocoque. Donc juste pour rappeler, quand c'est une toxi-infection à salmonelle, les symptômes commencent à apparaître 6 à 72 heures après l'ingestion. Et la fièvre est souvent présente. Avec une toxi-infection alimentaire à Shigella. Bon, là-bas, normalement, le mode de transmission de Shigella, c'est féco-oral. Et si c'est ça qui est impliqué, les symptômes vont commencer à se manifester 1 à 3 jours après l'ingestion après la contamination. Et dans la toxi-infection, et dans la shigellose, nous allons avoir un syndrome dysentérique avec un syndrome dysentérique fébrile où il y aura les selles gléro-sanguinolentes avec fièvre. Le D nous parle de botulisme. Donc, dans le botulisme, nous avons des symptômes neurologiques comme la paralysie, les troubles de la vision. Et l'incubation ici est plus longue. Il faut 12 à 36 heures avant l'apparition des symptômes dans le botulisme. Question numéro 4. Les facteurs de risque du cancer colorectal comprennent les conditions suivantes, sauf... Bon, ici, la réponse qui ne concorde pas, c'est les hémangiomes de la main. Donc, on va juste rappeler que les hémangiomes de la main sont des tumeurs plutôt bénignes, des vaisseaux sanguins, et ne sont pas associés à un risque accru de cancer colorectal. Mais par contre, les autres options, comme le cancer du sein, la polypose familiale, la rectocolite hémorragique et le cancer de l'ovaire sont des facteurs de risque connus du cancer colorectal. Et il y a ce syndrome qu'on appelle le syndrome de Lynch qui augmente le risque de cancer du sein, même du cancer de l'ovaire et du cancer colorectal. Donc, question numéro 5. Un malade de 35 ans vient avec un épisode d'attaque d'ischémie transitoire. Lequel des médicaments suivants est la meilleure prophylaxie? Bon, en regardant cette question rapidement, nous pouvons voir que la meilleure prophylaxie sera l'aspirine. Donc, il faut noter que l'aspirine, que la meilleure prophylaxie pour un patient ayant présenté un accident ischémique transitoire, comme présenté ici, ça dépend d'abord de la cause sous-jacente, mais en général, c'est l'aspirine que nous donnons comme prophylaxie chez les patients qui ont fait que ce soit les AVC ou bien les AIT. Donc, nous allons dire que l'aspirine est le traitement de première intention et que c'est aussi de premier choix dans la prévention secondaire des AIT chez les patients sans indication pour un anticoagulant. Pourquoi nous devons donner l'aspirine? Parce que ça réduit le risque d'AVC en inhibant l'agrégation plaquettaire. Mais les autres options, on voit la coumadine, la warfarine sont utilisées en prévention secondaire seulement si l'accident ischémique transitoire est causé par une fibrillation auriculaire ou une autre cardiopathie emboligène. L'option A, l'héparine,
Donc, l'héparine est indiquée en phase aiguë pour certaines causes spécifiques, mais pas en prophylaxie à long terme pour les AIT. Et en ce qui concerne l'option D, la position D parle de la vitamine K. Donc, nous allons plutôt dire que la vitamine K est l'antidote des anticoagulants, comme la warfarine, mais ça n'a pas de rôle dans la prévention des AIT. Donc, l'aspirine ici, c'est le meilleur choix dans la plupart des cas, sauf si l'accident ischémique ou l'attaque ischémique transitoire est associé à d'autres cardiopathies, surtout les cardiopathies emboligènes, où là-bas, il va falloir plutôt utiliser un anticoagulant. Donc, voilà ce que je peux vous donner comme réponse pour ces questions. Donc, en résumé, la question numéro 1, la réponse c'est le E. Question numéro 2, la réponse c'est C, la tumeur des cellules d'îlot, plus précisément insulinome. Question numéro 3, la bonne réponse c'est le B, l'intoxication alimentaire à staphylocoque. Question numéro 4, la bonne réponse là-bas, ce sont les hémangiomes de la main, qui n'est pas un facteur de risque de cancer colorectal. Et la 5e question, la bonne réponse, c'est le C, l'aspirine, qui est le meilleur choix dans la prévention des AIT.